soir, je vais parler d'un sujet qui me passionne, qui est l'alchimie relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous vivons des tas de relations chaque jour. Et parce que c'est la base de notre vécu quotidien, nous croyons bien connaître ce qu'est la relation. Alors, en réalité, nos interactions sont régies en grande partie et de manière inconsciente par nos stratégies de survie. Et donc, par défaut, la plupart de nos relations évitent la rencontre. Et je dirais même qu'elles ont vocation à éviter la rencontre. Alors qu'en fait, on croirait plutôt que la relation, c'est la rencontre. En fait, rencontrer nous fait profondément peur. Alors pourquoi? Parce que c'est l'endroit de nos blessures relationnelles et bien souvent, nous réduisons l'espace de la rencontre à un connu et anticipé. Nous passons à côté de la rencontre. À côté de la rencontre avec l'autre, mais avec soi et avec le soi qui est le plus grand que soi. Et enfin, paradoxalement, la rencontre, c'est aussi l'endroit de la guérison. Hein. C'est en rencontrant profondément et en nous laissant rencontrer dans nos blessures les plus profondes que nous pouvons guérir. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de faire des rencontres et de faire la thérapie de nos relations qui empêchent la rencontre. L'accompagnant, hein, qu'il soit psychopraticien ou coach, a besoin de faire ce travail pour créer dans sa pratique un lieu sécure de rencontre. S'il ne fait pas cela, on peut être certain qu'il recrée lui-même les conditions d'évitement de la rencontre, dont a tellement besoin la personne qui vient de voir. Alors, pourquoi je vous parle de tout ce sujet? Alors d'abord parce que c'est un sujet qui me passionne. D'accord? Je le vois en même temps central dans nos vies et assez peu exploré. Moi-même, en fait, il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert, lors d'un dialogue imago, ce que ça voulait dire être en relation. Et je me suis rendu compte que j'étais complètement passé à côté de rencontrer le monde de l'autre. C'était un sujet que j'avais pas vu, méconnu complètement. Et d'abord, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment seul dans ce cas. Et ensuite, ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment une source de handicap, de conflits, de malentendus, de passer à côté de ce lieu de rencontre de la relation. Alors, premièrement, je vais vous parler en fait des idées reçues sur la relation. Hein, il y a une première idée reçue qui est que la relation, ça consiste en des interactions. Hein, nous l'associons souvent aux interactions avec les autres. Dans ce monde de la performance, nous pensons que, en fait, plus on a d'échanges, plus on a d'amis, plus on a des posts sur Facebook, sur LinkedIn, plus on échange, en fait, plus nous sommes en relation. Rien n'est plus faux. En témoigne l'immense solitude ultramoderne, dirait Alain Souchon, hein, produite par notre organisation sociale et la perte de sens de plus en plus importante, omniprésente dans nos sociétés de communication. Et d'ailleurs, et vous en rendez compte peut-être en observant, la plupart de nos échanges sont basés sur la réactivité, c'est-à-dire que nous n'écoutons pas ce que dit l'autre, mais nous passons beaucoup de temps à plutôt préparer nos réponses, essayer de convaincre, sans vraiment aller dans le monde de l'autre. Les interactions. Deuxième idée reçue, la communication. Nous croyons qu'en disant clairement et simplement ce que nous pensons et ressentons, donc en communiquant, nous allons résoudre les enjeux relationnels. Alors, s'il est vrai que la communication participe de la relation, elle ne permet pas la relation. Comme en témoigne d'ailleurs l'usage de la CNV, qui est un outil remarquable par ailleurs, hein, son utilisation reste soumise à un prérequis incontournable qui est notre capacité à aller dans le monde de l'autre. Et d'ailleurs, c'était l'intention initiale de Marshall Rosenberg, hein, le fondateur de la CNV, communication non violente. C'était son enseignement était à apprendre à aller dans le monde de l'autre. Mais ce n'était pas du tout la communication, l'enjeu principal. Troisième idée reçue, que j'ai appelé un air connu. À chaque fois que je parle de relation, la personne en face de moi prend un air entendu,
Ben ouais, la relation, je connais, j'ai pas grand-chose à apprendre sur le sujet. C'est un postulat de base qu'il est très difficile de questionner. Nous baignons tellement dedans que nous ne voyons plus ce que c'est que l'espace relationnel. C'est un des plus grands impensés de notre époque. La relation, c'est le temps long, c'est la profondeur, c'est l'intériorité. C'est quelque chose d'invisible. C'est toutes les qualités du féminin. C'est la base de notre connexion au monde. Mais notre époque matérialiste exige plutôt vitesse, performance, le visible, qualité du masculin, et n'est pas du tout attentive à la connexion, mais plutôt à l'extérieur et aux apparences. Un exemple que j'aime bien donner concerne les tribus d'Amazonie qui se battent pour la survie de leur forêt. Et effectivement, elles se battent pour leur survie, pour la survie de la forêt, mais surtout, elles nous rappellent à quel point les arbres sont sacrés et que ce sont un endroit de connexion au vivant. L'argument souvent que nous retenons de leur combat, c'est que la forêt, c'est le poumon de la planète. Nous voyons l'extérieur des choses. Et nous oublions de penser que la forêt, nous oublions de la penser en termes de relation. La forêt, l'arbre, nous permet d'être en connexion avec le vivant. Et il suffit de vous souvenir de la dernière fois que vous êtes allé vous promener parmi les arbres. L'effet que ça vous a fait. Quatrième idée reçue, le problème, c'est l'autre. Bien souvent, nous pensons que le problème, c'est l'autre. En fait, notre système de survie, euh, c'est notre système de survie, c'est celui, alors, c'est pas la survie au sens qu'il y a un danger de mort immédiat, ça veut dire que c'est celui qui est ancré dans notre cerveau archaïque et il se construit sur le principe suivant, pour survivre, je ne peux compter que sur moi-même et ma vision du monde, et c'est moi qui ai raison. Et dès que nous sommes dans des situations de stress, ce système de survie s'active. Donc, par exemple, on est en désaccord sur un sujet, c'est pas grave, mais au lieu d'accueillir les points de vue réciproques, c'est un problème. L'autre ne pense pas correctement. Alors, je vais tout faire pour lui faire changer d'avis, développer des arguments avec énergie, au lieu de simplement se faire se rencontrer les deux points de vue. Voilà. Alors, donc, parmi ces quatre idées reçues, une des conséquences de ces quatre idées reçues, très fréquentes, en fait, c'est que très peu de personnes s'intéressent réellement à la relation. Le seul domaine dans lequel il est admis de s'y intéresser, c'est le couple. Et encore, une minorité de couples décident vraiment d'investir la relation. Et lorsqu'ils le font, ils rencontrent souvent aussi des professionnels qui ne sont pas vraiment formés sur le sujet de la relation et qui croient bien faire en essayant de trouver des solutions aux problèmes abordés, alors que l'enjeu est relationnel. Un exemple, monsieur regarde la télé le soir en rentrant, et donc effectivement, ça évite la rencontre. Mais donc, en thérapie de couple, souvent, on va essayer de trouver des solutions pour que monsieur arrête de regarder la télé, comme on trouverait des trucs pour arrêter de fumer, plutôt que d'aider monsieur, madame, à entrer en relation, à se rencontrer réellement et à faire cette expérience. Alors, deuxième partie, c'est qu'est-ce que c'est que la relation et parler de la relation justement de cet espace alchimique. Hein, j'ai appelé ce webinaire l'alchimie relationnelle. Alors, pourquoi? Parce qu'on pourrait comparer la relation à un espace alchimique. Alors pourquoi le mot alchimie? Dans son sens symbolique, hein, l'alchimie, c'est une recherche de faire s'agréger ensemble des parties qu'on pourrait dire vulgaires, pour arriver à un tout transcendant. L'œuvre alchimique cherche à réconcilier, transmuter des éléments qui sont duels, voire contraires. Et Jung, qui s'est passionné pour l'alchimie, décrit la rencontre avec le soi comme l'aboutissement d'un processus d'individuation personnelle, duel, long. Hein. Le creuset alchimique, c'est ce lieu dans lequel s'élabore cette recherche. C'est le fameux lieu dans lequel 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que c'est le fameux lieu de la rencontre où on arrive comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer, on met un plomb, puis deux plombs, et tout à coup, se passe complètement autre chose que juste 1 plus 1. Et donc cet espace alchimique, c'est un espace invisible,
indéfinissable, incommensurable, où je sors de moi-même pour me confronter à un autre qui est inconnu et mystérieux. Il ne peut pas se dire. Tout ce qu'on peut faire dans cet espace, c'est expérimenter en conscience la rencontre. Et c'est une rencontre dont je ne sortirai pas indemne, mais transformée et enrichie. C'est comme s'il fallait redéfinir un vocabulaire français destiné à la relation. Euh, la relation, c'est l'espace invisible de tous les possibles, là où une alchimie peut se produire. Et nous nommerons cette alchimie la rencontre, qui est la réalisation, c'est-à-dire au sens de devenir réel, de la relation. Et le creuset, c'est le cadre de la rencontre, qu'il soit amical, professionnel, amoureux. Le sujet de cette rencontre, c'est d'apparaître, c'est de se révéler. C'est le 1 plus 1 égale 3. C'est que quelque chose va émerger qui est inconnu, mystérieux et qui nous dépasse. Et au-delà de ce dépassement, c'est la rencontre profonde avec soi et avec quelque chose aussi en moi qui me dépasse. Et ça veut dire lâcher toute certitude. Nous ne savons rien de cette émergence. Nous ne savons rien de la forme qu'elle va prendre. Exemple, un ami qui me parle de sa souffrance, de la perte d'un être cher, est-ce que je vais papoter, le consoler, lui dire mais t'inquiète pas, voilà, là je suis dans le connu, ou bien est-ce que je vais me mettre vraiment à l'écoute? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui se passe dans son monde? Que ressent-il? Et ce qu'il dit, comment ça vient me transformer? Qu'est-ce que ça vient faire bouger en moi? Est-ce que ça vient me bousculer? Et est-ce que je peux juste rester avec lui de cœur à cœur en ressentant peut-être de l'impuissance, peut-être de la tristesse, peut-être de l'anxiété? Est-ce que je peux juste être capable de le rencontrer à l'endroit où il est? Donc, dans nos relations, y a-t-il rencontre ou pas? Et comment faire pour ne pas éviter cette rencontre? Comment faire pour que la rencontre soit cette émergence surprenante et enseignante? Et donc là, on entre dans notre troisième partie, qui est comment guérir nos relations. Comment faire la thérapie de nos relations? Ce que dit Imago, c'est nous sommes nés dans la relation, nous sommes blessés dans la relation, et nous pouvons guérir par la relation. Alors comment ça se passe, cette histoire de ce chemin de blessure au début? Tout est connexion. Nous naissons connectés à notre environnement. Le bébé naît complètement ouvert et connecté à son environnement. Il est connecté à la mère, d'ailleurs beaucoup plus ouvert sur son environnement que sur une espèce de moi qui serait là. Qu'est-ce que c'est que la connexion? La connexion, c'est l'ouverture au tout, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est, le mystère de la vie, le plus grand que soi. Et sans cette connexion, en fait, nous dépérissons. Parce que c'est cette connexion qui permet la circulation entre ce tout. Nous sommes des êtres relationnels profondément et nous avons besoin de cette connexion. Encore une fois, il suffit de vous souvenir de la dernière journée que vous avez passée dans la nature, de sentir, de vous rappeler ce que c'est que de sentir la nature, la présence, qui nous aide à nous connecter profondément. Les arbres nous aident à nous connecter au vivant. Ça nous régénère profondément. Il y a bien sûr ce film que vous connaissez certainement, Avatar. Dans Avatar, tout le travail et l'éducation de ce soldat qui arrive, c'est d'apprendre à écouter, d'apprendre la connexion, d'apprendre justement à cultiver ce lien avec ce qu'il nomme Aiwa, justement ce tout. En résumé, on pourrait dire que nous sommes des êtres vivants, individués, certes, mais que nous appartenons à un système largement plus vaste qui nous dépasse complètement, le système du vivant. Et dès que nous sommes déconnectés de ce système du vivant, nous dépérissons. Alors pourquoi nous déconnectons? Alors ça, c'est ce que vit le tout petit enfant dès sa naissance, c'est qu'il naît incomplet et dépendant de son environnement. Il doit, pour grandir et devenir
adulte, passer par une longue période d'apprentissage. Euh, Toute sa survie physique, émotionnelle, dépend de son entourage. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir s'adapter à ce qu'est son entourage. Si on n'a pas le droit d'exprimer la colère, s'il n'y a pas le droit de crier, s'il faut que j'attende mon repas à telle heure, bah, il va s'adapter parce que sa survie en dépend. L'enfant est adaptation. Et du coup, pour s'adapter, il doit refouler certains de ses vécus, de ses ressentis. Et les refouler, ça veut dire qu'il développe une vision biaisée du monde réel. C'est cela qu'on va appeler les blessures d'enfance, hein. C'est-à-dire que chaque blessure, c'est quelque chose qui est refoulé et mis de côté, hein, pour développer une vision partielle du réel, hein, qui lui permet de s'adapter à un contexte. Donc, par exemple, l'enfant qui doit être bien sage et gentil, hein, s'affirmer, c'est mal. Celui ou celle qui fuit, qui doit éviter le conflit, parce que le conflit, c'est la guerre. Hein, celui ou celle qui est seul au monde, parce que il n'y a pas d'attention. Celui ou celle qui doit bien travailler en classe, parce que il reçoit un amour conditionnel, une reconnaissance. Ou celui ou celle qui doit bien faire rire les autres. Hein, pour être aimé, je dois faire rire, je dois être le clown. En tout cas, c'est comme ça qu'on me voit. Avec tous ces endroits d'adaptation, nous développons ce que j'appelle une structure adaptative de survie. C'est-à-dire que ces enfants blessés, ces parties blessées, sont en permanence présents en nous, sont liés à la survie, hein, c'est-à-dire ce que j'associe au danger dans mon cerveau archaïque. Et s'ils n'ont pas été travaillés, ces enfants blessés, ils prennent le pouvoir de manière unilatérale, sans nous demander notre avis. Encore une fois, c'est un enjeu de survie pour eux. Alors, quelle est la caractéristique de cette structure adaptative de survie des enfants des parties blessées? D'abord, c'est une survie individuelle. La question, c'est moi, et il n'est pas question d'altérité. Il n'y a aucune conscience de la relation, et c'est OK de couper la relation. D'accord? C'est un endroit d'insécurité et donc d'alerte, où il y a une réactivité maximale à tout signal de danger, hein. Donc, c'est un endroit d'insécurité qui va réagir à tout ce qui va potentiellement le mettre en danger dans ses croyances. C'est un endroit euh, qui est persuadé d'avoir raison, puisque sa capacité à avoir raison dépend de sa survie dans ses croyances. Hein, ça, c'est engrammé dans le cerveau archaïque, notamment l'amygdale, et ça va 10 fois plus vite que le cortex cérébral. Donc, il n'y a pas de, c'est pas de possibilité de raisonner cet endroit-là. Ça, c'est la structure adaptative de survie qui réagit. Si elle n'est pas travaillée, elle est présente dans toutes les situations qui vont nous mettre en inconfort et donc en niveau de stress. Alors, guérir nos relations. Guérir nos relations, c'est un temps long, c'est un travail long qui consiste, dans un travail de thérapie par exemple, à quoi faire? D'abord à prendre conscience du paradigme relationnel, de l'autre, qu'il y a une altérité, et prendre conscience de mes propres blessures relationnelles, et que ces blessures relationnelles méconnaissent l'altérité. Tout au long de ce travail, il y a à aller rencontrer ces endroits en profondeur, comprendre et les faire réémerger. Il y a dans ce travail où je prends conscience du paradigme relationnel, du coup, à prendre la responsabilité de mon monde réactionnel, mon monde émotionnel, celui qui réagit et qui me met tellement en réaction dans la relation. Commencer à prendre moi-même soin des parties blessées. Hein, donc, c'est sortir de la dépendance à l'extérieur et prendre soin des blessures qui sont là. Et c'est apprendre à me différencier de l'autre, apprendre, donc, comprendre que
mes blessures relationnelles, ces blessures-là, font partie de mon monde, elles m'appartiennent, et que l'autre n'est en rien responsable. Et bien sûr, peut-être que dans certaines choses qu'il va faire, ça va provoquer du stress, ça va provoquer une réactivité, mais qu'il n'est en rien responsable de ça. Et enfin, c'est comment apprendre dans ce travail de thérapie, comment investir et prendre soin de l'espace relationnel. Ça veut dire, par exemple, comment j'apprends à entrer en relation avec l'autre, avec le monde de l'autre, comment le mettre en sécurité, comment j'apprends à l'accueillir, à vraiment écouter, et comment j'apprends à me différencier. Bien souvent, notamment dans les couples, si j'ai pas connu, par exemple, j'ai un endroit de sécurité affective, je vais souvent demander à mon compagnon, à ma compagne, de me sécuriser. C'est-à-dire, je lui délègue la responsabilité de mes blessures en faisant ça. Je suis à ce moment-là comme l'enfant qui demande à ses parents. Donc le travail de thérapie, c'est me redonner cette responsabilité et, et laisser l'autre en dehors de ce travail-là. Voilà. Tout en l'invitant à visiter avec moi ce qui se passe, bien sûr, mais en arrêtant de lui donner cette responsabilité-là. Pour finir, quatrième partie, quelles conséquences en fait pour les métiers de la relation d'aide? Alors, comme on le sait, la relation, elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, elle peut être toxique, ça on connaît. Mais est-ce qu'elle peut être thérapeutique? Alors, oui, je le crois vraiment. Euh, mais encore faut-il que cette relation, qu'elle soit thérapeutique, elle soit vecteur de rencontre. Et le cadre de l'accompagnement dans lequel je vais accueillir la personne et l'accompagner va être le creuset de cette rencontre alchimique, dans lequel le patient va trouver la sécurité nécessaire pour apprendre à se rencontrer et à rencontrer l'autre. Et en tant qu'accompagnant, que je sois thérapeute, que je sois coach, que je sois... ma responsabilité, c'est d'offrir cet espace de rencontre sécure et nourrissante. Et c'est dans ce cadre que la personne va vivre parfois pour la première fois ce que c'est que la rencontre. Mais moi, si en tant qu'accompagnant, je méconnais mes blessures relationnelles, je vais éviter certaines rencontres. Et bien sûr, souvent dans le métier de l'accompagnement, de la relation d'aide, il y a une forme d'asymétrie. Et cette asymétrie, elle me permet facilement de me réfugier dans un rôle sans rencontrer. Voilà, par exemple, je peux être en train d'accompagner une personne, il y a une situation qui me touche, peut-être que j'ai une émotion. Est-ce que je vais pouvoir aborder ce qui me touche? Est-ce que je vais pouvoir montrer ma vulnérabilité, mon émotion? Et donc rencontrer la personne à un endroit où euh, peut-être que cette émotion me concerne, peut-être que ça la concerne également, peut-être que ça va être bon pour elle de partager cette émotion, ou bien est-ce que je vais rester à distance, regarder de loin, mettre un peu une barrière avec ça? Autre exemple, si j'ai pas travaillé, rencontré mes blessures de valeur, d'estime de moi-même, comment est-ce que je vais assumer, par exemple, mon tarif? Est-ce que je vais trop facilement adapter mon tarif? Et peut-être que du coup, je vais éviter de confronter certains patients dans leurs besoins. Ou est-ce que je vais être trop rigide sur le sujet et je vais éviter de rencontrer un patient dans son besoin d'être vu et reconnu à un endroit? Peut-être que ça va être très bon pour lui. C'est pourquoi il est tellement essentiel aux professionnels de la relation d'aide de faire la thérapie de la relation et d'apprendre à accompagner avec l'outil relationnel dans le but de vivre et partager l'alchimie de la rencontre, creuset de notre reconnexion au monde. Alors, juste partager qu'au sein d'Arborescence, ben, euh, je propose un stage qui s'appelle l'être relationnel, qui permet sur 3 jours déjà de commencer à explorer, rencontrer où est-ce que j'en suis avec la relation, de faire déjà ce premier diagnostic. Et je propose ici une formation sur 21 jours qui s'appelle Accompagner avec la relation,
qui va permettre d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc pour les personnes qui accompagnent, donc c'est le métier, la relation d'aide, d'abord de voir tous ces enjeux liés à la relation. On va faire ce diagnostic et de voir comment ça prend place dans l'accompagnement, que ce soit de l'individuel, que ce soit le couple, que ce soit le groupe, et d'acquérir un certain nombre d'outils pour accompagner. À ces endroits-là.